Bienvenue au Polysécure, épisode pour les PME. Je suis accompagné d'Émiline. Comment vas-tu? Très bien. Et toi-même? Très bien aussi. Aujourd'hui, tu viens nous présenter une trousse que tu as développée. Ça, je trouve ça très chouette que tu aies développé cette trousse-là pour les PME, pour les aider à faire le FVP. Puis je te dirais, même les grandes entreprises ne savent pas quoi faire avec cet objet-là, qui est apparu vraiment avec les modifications que la loi 25 a apportées. Et comme étant maintenant essentiellement la pierre angulaire de beaucoup d'exercices qui doivent être faits par les entreprises et par les institutions publiques dans le traitement de projets et de savoir qu'est-ce qu'ils font avec l'information personnelle quand il y a l'information personnelle au sens de la loi présente dans le projet. Je vais essayer de présenter ça, puis je vais te poser une question. Ben oui, certainement. Mais merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci pour l'opportunité de parler de ce bel outil. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour là-dedans. Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche préventive. C'est vraiment de dire, on a des renseignements personnels à disposition, on en fait quelque chose et on veut s'assurer que on fait la bonne affaire, qu'on va dans la bonne direction, que la décision qu'on est en train de prendre, c'est la bonne, autant en pesant les aspects positifs que négatifs. Donc, le guide qu'on a élaboré, qu'on a bâti, se concentre principalement sur les transferts de renseignements personnels à l'extérieur du Québec. Parce qu'une FVP, c'est à faire dans 3 cas, habituellement. Dans le cas d'une refonte de système, je développe un nouveau système. Donc, pour vous donner un exemple très concret en tête, c'est j'ai un CRM, j'utilise tel CRM, puis là, on décide d'utiliser un autre CRM. Ben, avant de transférer l'information, s'assurer que l'information, l'endroit où je l'envoie, est autant sécuritaire que là où est-ce qu'elle était initialement. Donc, premier élément. Il y a aussi dans le cas de partage, de transfert de renseignements, mais à des fins de recherche, de statistiques. Donc, on veut s'assurer que la personne à qui je les envoie de l'autre bord, puisque j'ai pas demandé le consentement de mes individus, des gens, m'assurer le chercheur, la chercheuse traite les renseignements personnels comme il se doit. Et la troisième catégorie qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est le transfert à l'extérieur du Québec. Et en fait, ça nous concerne toutes et tous, parce que du moment où est-ce que on travaille avec des outils en ligne, les serveurs sont souvent à l'extérieur du Québec. Et ça, c'était une notion importante. Microsoft, les serveurs, pour le moment, sont au Canada. Fait que même Microsoft, j'utilise Microsoft, SharePoint, Outlook et ainsi de suite. Je devrais faire une évaluation pour déterminer si est-ce que c'est vraiment le bon choix, est-ce que c'est vraiment la meilleure plateforme pour moi, le fait que les données sortent du Québec. Entre vous et moi, la réponse est oui. On la connaît déjà, la réponse. Mais ce que la loi veut, c'est qu'on se pose et qu'on ait au moins cette démarche, cette réflexion et qu'on documente cette réflexion aussi. Donc, grosso modo, je suis sûre que tu vas avoir plein de questions puis j'ai plein d'autres choses à dire. Mais voici l'outil, ce qu'il fait, c'est étape par étape. Très concrètement, demain matin, je me réveille et je suis tellement motivée à faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, chose qui n'arrivera pas. On se réveille rarement avec cette motivation intense, mais admettons, monde magique et idéal. Ben, cet outil-là, il veut être votre guide étape par étape, vous prendre par la main et de dire concrètement, c'est quoi les premières réflexions à avoir, puis c'est quoi la suite de réflexions logiques à avoir aussi dans cette évaluation et dans la rédaction du rapport. Donc, c'est l'objectif de cet outil. Oui, tout à fait. Puis c'est très intéressant. Que tu soulèves le point, justement, là, tu parlais des outils de Microsoft, notamment Google, c'est la même chose. Sont normalement en dehors du territoire. Il y a des équivalences, il y a beaucoup de choses, de nuances et de couleurs différentes à tout ça. Et souvent, les gens ne sont pas conscients à quel point on utilise des services qui nous semblent proches parce qu'on les utilise sur nos ordinateurs à la maison, mais quand dans les faits, sont très loin en termes de lieu géographique d'existence des serveurs, des données ou dans lesquelles sont faites. Les exemples que tu donnes, Microsoft, évidemment, celui qui a été connu le plus grosse popularité durant le confinement et qui a suivi par après d'ailleurs. Donc, on continue sur cet élan-là. Il y a beaucoup d'autres, genre il va y avoir du Salesforce, il va y avoir d'autres plateformes, SurveyMonkey qui est utilisé, il va y avoir beaucoup d'autres choses comme ça, dans lesquelles on va souvent ou parfois mettre des données personnelles, comme tu mentionnes, puis c'est important justement de faire cette réflexion-là. Et c'est l'important, puis ça, je trouve ça intéressant que tu le soulignes, parce que la loi veut vraiment qu'on fasse sa réflexion. Ensuite, est-ce que c'est parfait du premier coup? Probablement pas. Mais au moins, il faut qu'on fasse l'effort de réfléchir. Tout à fait. Puis tu me fais penser à un élément que je vois souvent. Un exemple très concret, quand on parle de Dropbox, des outils infonuagiques, Dropbox, SharePoint, OneDrive, Google Drive, des fois, tu sais, j'accompagne les entreprises à faire l'inventaire des renseignements personnels qu'ils ont pour challenger un petit peu, qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu l'as, qui y a accès, et ainsi de suite. Et souvent, tu sais, j'ai un petit menu déroulant qui dit comment est-ce que c'est protégé actuellement, ton mot de passe, il est comment, est-ce que tu as activé ton double facteur, ou peut-être que c'est un logiciel sur ton ordi.
Et est-ce que ton ordi est barré par un mot de passe? Tu sais, je regarde vraiment la protection. Et quand vient le temps de parler de ces outils infonuagiques, souvent, ils vont être plugués directement sur le bureau, tu sais, directement sur l'ordinateur. Tu as comme un lien raccourci que tu as l'impression que c'est dans tes dossiers pour vrai et que c'est pas sur Internet. Et souvent, j'ai des clients qui marquent, c'est un logiciel sur mon ordi. Fait que j'ai pas besoin, il y a pas de mot de passe en ligne, puis il y a juste mon mot de passe de mon ordi. Et c'est là que je leur dis, attention, depuis n'importe quel ordinateur, tu peux accéder à ton SharePoint avec ta combinaison courriel, mot de passe. Donc, ça va être important. Oui, en ce moment, toi, tu y accèdes depuis ton ordi et t'as pas l'impression que c'est en ligne, mais c'est bel et bien en ligne quand même. Donc, protégeons cette porte d'entrée-là. Même chose avec Outlook. Et là, quand je dis aux gens, hey, il va falloir que tu actives ton double facteur d'authentification, ils me regardent avec des gros yeux. Je suis comme, mais pour vrai, dans ton day-to-day, ça va rien changer. Vu que tu utilises Outlook, le logiciel sur ton ordinateur, ça va absolument rien changer. Il va être là dans l'univers. Tu vas même pas le savoir, tu vas même pas le ressentir. Mais si quelqu'un, pour une raison obscure, trouve ton mot de passe puis se connecte, il sera bloqué parce que ça lui prend le code que c'est toi qui as reçu sur ton téléphone. Donc ça, c'est un bon exemple, effectivement. Et le gabarit, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait, d'y aller vraiment par étapes, de dire, bon, j'utilise une plateforme, très bien, les serveurs sont à l'extérieur du Québec. Qui sont les personnes visées? Tu sais, les renseignements que j'ai à cet endroit-là, c'est sur qui? Est-ce que c'est sur les membres de mon équipe? Est-ce que c'est mon CA dans le cas d'un organisme à but non lucratif? Est-ce que c'est mes clients? Est-ce que c'est mes locataires? Est-ce que c'est qui? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Et je te mets un petit astérix, on va y revenir sur cette notion-là, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle ensemble ensuite du degré de sensibilité. Souvent, beaucoup d'experts vont parler un renseignement, est-ce qu'il est sensible ou non? Et c'est quelque chose qui me déplaît un petit peu de voir ça uniquement par le renseignement, est-ce qu'il l'est lui ou non? Je te laisse rebondir avant d'aller dans cette direction. Absolument, parce que j'aime peu ce genre de choses-là. C'est un écart de langage à mon sens. Ça parle pas aux gens. Puis je vais donner l'exemple que j'utilise régulièrement dans mon cadre professionnel. Vous dites, oui, j'ai de l'information confidentielle. OK, mais comment confidentielle? Confidentielle un peu ou confidentielle beaucoup? Confidentielle pourquoi? Confidentielle, puis là, je commence à poser une série de questions parce que confidentielle tout court ou j'ai de l'information sensible, ça ne veut rien dire. Puis là, je vais ramener ce que je dis. Parce que la sécurité, ça devient une émotion, un ressenti. On se sent en sécurité. Donc, alors, tu commences à définir et commences à clarifier, puis justement, ton gabarit nous aide à clarifier ces éléments-là. Fait que je trouve ça très pertinent parce qu'on commence à quantifier davantage et non de se baser sur des termes qui, finalement, servent à rien pour aider les gens à prendre une décision éclairée. Là. Mais ça, c'est tellement intéressant que tu amènes cette notion des mots et de l'importance des mots parce que le mot confidentiel, n'importe quel renseignement personnel est confidentiel quand on regarde la définition de la loi 25, de la commission d'accès à l'information. Un renseignement personnel, c'est confidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas supposée le partager sans le consentement de la personne concernée. Donc même un nom, prénom, même une adresse courriel qui pourtant semble pas être tant confidentiel, je veux dire, des fois c'est accessible publiquement. Ouais, mais j'ai de l'information chez moi et je dois en prendre soin chez moi, donc c'est confidentiel chez nous. Donc il y a cette notion, oui, de confidentialité. Et au niveau du degré de sensibilité, j'aimerais vraiment avoir ton point de vue par rapport à ça, mais moi, je prends pour acquis aussi que un renseignement personnel, dans certains contextes, peut ne pas être sensible du tout. Exemple, nom, prénom. Exemple, adresse courriel. C'est pas très sensible, je veux dire, ça se retrouve un peu partout sur Internet. On est loin de la notion de confidentialité, là, on parle vraiment de sensibilité. Par contre, ça veut pas dire que dans certains contextes, ces mêmes renseignements qui ne sont pas sensibles, eux, individuellement, jumelés à d'autres renseignements, ne deviendraient pas sensibles. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup à redire de la stratégie de déterminer un renseignement à lui tout seul, est-ce qu'il est sensible ou non, parce que des fois, dans certains contextes, il ne l'est pas, mais jumelé avec plein d'autres informations, soit, admettons, mon nom et mon adresse courriel, je la mets avec une pièce d'identité, je la mets avec un numéro d'assurance sociale. Là, clairement, le degré de sensibilité vient de grimper, on est élevé, mais même sans aller dans cette intensité, parce que la pièce d'identité à elle toute seule, elle est sensible, clairement, mais même si je dis nom, prénom, numéro de téléphone, adresse à la maison, adresse courriel, date de naissance, tout ça à la même place fait en sorte que ça devient sensible et c'est pour ça que dans le guide, je parle de l'espace de stockage. C'est quoi son degré de sensibilité à lui, compte tenu de tous les renseignements personnels qu'il y a là-dedans. Peut-être que ça va être faible, comme une plateforme comme on parlait Mailchimp, Infolettre, SurveyMonkey, dépendamment de qu'est-ce qu'on va sonder. Si j'ai juste un nom, prénom, adresse courriel là-dessus, on s'entend, le degré de sensibilité est faible. Si j'ai un incident, c'est quand même un incident, je documente mon incident et ainsi de suite, mais en termes de risque de préjudice sérieux pour les gens concernés, il va être absent. Tandis qu'une plateforme comme justement SharePoint, Google Drive, nos courriels, surtout les courriels, j'ai beaucoup de choses à dire sur nos courriels, mais il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et même si individuellement, c'est des petits renseignements qui
semble anodin, le fait que c'est à la même place devient problématique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette catégorisation-là? Oui, je trouve ça très intéressant que tu amènes ce vocabulaire-là parce que c'est beaucoup ce que je fais comme effort. C'est dans les derniers mois, dernières années, c'est essentiellement où j'essaie de clarifier le vocabulaire. Pas qu'on utilise ces mots-là de façon aléatoire sans être capable de les quantifier pour quelque chose d'utile. Effectivement, plus il y a de l'information, ça change pas la sensibilité proprement dit de l'information, mais ça change le préjudice. C'est là aussi où on change le vocabulaire. On va pas regarder la sensibilité de l'information, on va regarder le préjudice causé si on perd le contrôle de l'information, si elle est divulguée, si elle est modifiée de façon non autorisée ou si on en perd l'accès. On va évaluer ça quand on est en pure analyse de risque, on va le regarder comme ça. Ce qui aide beaucoup les gens à dire, OK, oui, mon information est très sensible et moi, ou dans certains cas, dans certaines circonstances, j'ai eu des gens, oui, mais moi, c'est précieux. OK, on va prendre cette information précieuse. Mais c'est quel est le préjudice subi si tu perds le contrôle, si c'est divulgué avant temps ou peu importe l'élément. Et c'est là on vient recalibrer à un niveau qui est généralement un peu plus faible que ce que le ressenti de la personne, de un. Et là, l'accumulation, puis c'est là où ton effet d'accumulation est important. Puis au niveau de l'analyse, quand on va regarder les préjudices, plus il y a l'information, plus l'accumulation de celle-ci est là, plus on en perd le contrôle, peu importe la façon qu'on en perd le contrôle, va amener un préjudice très grave ou de plus en plus grave à ce moment-là qu'on va quantifier en perte monétaire, qu'on va en dommages, qu'on va quantifier de certaines façons. On est capable de quantifier. Donc, effectivement, plus on rassemble l'information au même endroit, plus on augmente le préjudice causé sur la perte de cette information-là. Donc, on est toujours dans une probabilité, malgré tout, on espère que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, voici le dommage qui peut être causé dans ces circonstances-là. Mais aussi, j'en profite aussi parce que la loi spécifie un certain nombre d'informations sensibles il y a certaines catégories qui sont déjà prédéfinies dans la loi. Au fédéral aussi, ils sont en train de faire ça, c'est déjà de prédéfinir un certain nombre de choses qu'on ne peut pas diminuer parce que c'est comme ça. Nous autres, le législateur a décidé. Mais le restant, effectivement, sur l'accumulation, plus tu vas avoir un contenant grand avec beaucoup d'informations, pire va être le problème que tu vas subir si tu perds notamment on va parler de perte de confidentialité, c'est-à-dire que si quelqu'un y accède puis il devrait pas, le dark web ou peu importe, ben, les préjudices vont être très grands et conséquemment, la pénalité financière associée va être également très grande. Si on veut le voir un lien de cause à effet au niveau de la loi, ben, plus on a d'informations, plus la commission d'accès risque d'être fâchée, disons comme ça, si on en perd le contrôle et si on a une fuite et si ainsi de suite. Donc, on l'évalue comme ça, fait qu'on a une gradation. Puis oui, comme de cette façon-là. Puis j'ai un peu vu dans ton gabarit, il y avait effectivement des éléments de gradation qui nous aident à prendre cette réflexion-là. C'est important de ne pas utiliser des mots n'importe comment parce que ça nous permet pas de prendre la bonne décision et de protéger adéquatement, parce que tu parles de protéger. Il y a des choses qu'on va faire beaucoup d'efforts parce que, disons, il y a une grande quantité où c'est des choses très sensibles parce qu'elles sont qualifiées comme ça par la loi ou peu importe. Et de l'autre côté, on a des informations moins sensibles. Si on a une MailChimp, ben, on va mettre moins d'efforts, moins d'énergie dessus. Donc, on va calibrer notre effort. C'est important parce que si on met le même niveau d'effort sur de l'information qu'on pourrait qualifier moins sensible ou que le préjudice est moins grand, ben, nos ressources financières qui sont quand même limitées sont mises à ce sens au mauvais endroit, là. Tout à fait. Puis ça reste quand même que le degré de sensibilité, c'est un gros morceau pour les organisations. On dirait que c'est beaucoup là où est-ce que ça les freine. Dans le sens où si je leur donne voici une liste de renseignements personnels que je vois habituellement être collectés sur les membres de l'équipe, sur des clients, sur des membres du CA, c'est facile. Tu sais, je leur donne une liste puis ils sont capables de dire, OK, ça, oui, puis tu m'as fait penser à ça. Donc ça va. Mais vraiment, je le vois que ça bloque quand on parle du degré de sensibilité. Alors que pourtant, comme tu le dis, c'est tout simple, c'est de dire, s'il arrive quelque chose à ces informations qui sont à cet endroit, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est pas grave? Et c'est ce qui va déterminer mon degré de sensibilité. Donc là, en ce moment, on a pour objectif cet été de développer un outil, typiquement, ça va être sûrement sur le site web, dans notre boîte à outils sur le site web, qui va être gratuit, bien entendu, mais où est-ce que, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que responsable de la protection des données, je vais être capable d'aller cocher. C'est-à-dire, bon, j'ai un endroit, voici ce que j'ai. J'ai des renseignements médicaux, j'ai ça. Et ensuite, nous, en arrière, on est capable de faire une analyse. En fait, ça va être des if-else. Ça va être vraiment on a comme toute une programmation en arrière qui dit, considérant que tu m'as coché ça, voici ton degré de sensibilité. Donc, j'ai l'impression que ça va comme soulager
les gens autour de nous, et même on se le fait demander. Souvent, quand on va animer une formation, les gens demandent à ce que, ouais, mais comment je fais pour déterminer mon degré de sensibilité? Et malgré qu'on leur donne la petite stratégie, la petite question à garder en tête, on dirait qu'ils ont un besoin d'avoir la réponse noire sur blanc. C'est toujours, l'humain, il est fait comme ça. C'est, je te donne exactement le descriptif de ta situation, mais il y a toujours la question, oui, mais moi. Je dis comme, ah, mais je viens de t'expliquer clairement. Mais on a besoin d'être assuré, et surtout avec la loi. Moi, je pense, et je prends beaucoup pour acquis que fait vaut mieux que parfait. Faisons notre maximum, surtout dans le cas de petites organisations. Moi, je travaille avec des entreprises qui ont 5, 10, 15 employés, mais ils n'ont pas les ressources en temps, en énergie, en ressources humaines pour faire tout ça parfaitement. Faisons de notre mieux. Démontrons qu'on fait de notre mieux aussi, parce que ça peut être facile de dire j'ai fait mon mieux, mais on n'a pas vraiment été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. Mais fait vaut mieux que parfait. Et c'est vraiment ce que j'ai en tête à travers le gabarit, de dire au moins faites la démarche, documentez-la. Il y a peut-être des éléments sur lesquels vous allez vous faire challenger, mais une chose sur laquelle on ne pourra pas vous challenger, c'est que vous n'avez pas fait la démarche. Donc, ayez cette réflexion, documentez-la. C'est vraiment l'idée que j'ai en tête. Puis tu parlais aussi de la notion de probabilité et de gravité. Ça aussi, c'est un élément important qu'on a tout bien détaillé. On a fait un petit calcul mathématique sans que ce soit trop complexe non plus. Initialement, moi, j'étais partie avec des logs et tout, puis là, les filles m'ont dit, c'est trop compliqué, on va faire un truc plus simple, on va multiplier. Je suis comme, OK. Fait que c'est l'approche qu'on a eue, mais au moins, ça nous permet de déterminer, OK, voici la probabilité que ça arrive, et si ça arrive, voici la gravité. Où est-ce que j'ai du pouvoir? C'est sur la probabilité que ça arrive. Je peux, dans nos pratiques, mettre en place des choses pour éviter le plus possible que ça arrive, ou en tout cas repousser le plus possible le moment où ça arrive. Comment? En donnant de la formation aux équipes, en mettant en place des systèmes un peu plus de surveillance, en mettant des politiques, des pratiques à l'interne. Parce que si, au niveau de mon équipe, c'est pas balisé, c'est quoi un mot de passe robuste selon notre définition à nous? C'est un peu dans l'univers, personne ne le sait, mettons-le sur papier. Donc, en faisant toutes ces actions de mitigation, ça vient faire en sorte de diminuer ma probabilité que ça arrive, et donc ça vient améliorer un peu mon score finalement. Donc c'est l'approche qu'on a voulu avoir là aussi. Ouais, c'est très intéressant. Puis de toute façon, puis ce que je vais mentionner par rapport à ça, c'est qu'en cyber, on a un problème de communication assez important. On a mis à certains égards même une barrière à la compréhension des choses, et ça fait peur aux gens. Ça fait encore énormément peur aux gens, puisqu'on a l'air de spécialistes dans un domaine complexe, et ainsi de suite, quand dans les faits. Puis en analyse de risque, j'arrive beaucoup dans cet angle-là. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste se prendre le temps, se poser les questions. Puis ce gabarit-là est très intéressant parce qu'il offre un premier pas facile, accessible pour la plupart des gens, donc les PME, les gens qui sont un peu plus nerveux par rapport à ça, mais qui savent pas, puis qui ont peur de se lancer dans ce processus-là. Ils ont peur d'affronter des mots, des contextes, des choses qu'ils comprennent pas. Quand dans les faits, c'est toujours très simple. La question, c'est quoi les dommages? Est-ce que ça va être un problème? Mettre un petit tableau justement pour relativer, mettre ta petite grille de chaleur qui aide justement à être capable de comprendre, de mettre en place, puis ensuite, en ayant cette visibilité-là, ça offre la possibilité aux gens de prendre action. Parce que maintenant quand on voit, ben là, on va prendre action par rapport à ces éléments-là, et on va avancer par rapport à la situation, et justement améliorer la posture tranquillement. On peut pas, puis de toute façon, tu le mentionnes, vaut mieux être fait que parfait, et effectivement. Vaut mieux poser des actions concrètes, à petits pas, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, que d'essayer d'arriver de viser la perfection en partant. De toute façon, c'est la meilleure façon de se décourager, c'est de mettre une cible qui est beaucoup trop complexe, élevée, et ainsi de suite. Puis les gens vont se démotiver. Même les employés ne voudront pas adhérer si on est par petites étapes. On modifie des choses. Tu parlais de Outlook notamment. De tranquillement de déployer le 2 facteurs. Et au moment d'enregistrement, Microsoft va l'imposer de toute façon. On est dans un contexte où l'environnement autour de nous nous oblige à avancer de toute façon. Fait vaut mieux être prêt, vaut mieux être confortable, d'être en maîtrise de ces situations-là. La vitesse où les gens sont capables de le faire aussi, là. Il y a beaucoup de ça aussi. On oublie, puis en cyber, on est très coupable, que les gens ont besoin d'un certain temps avant d'intégrer, d'internaliser ces changements-là, parce que c'est quand même assez drastique, surtout dans un univers où on faisait à peu près tout et n'importe quoi, un univers qui est maintenant contrôlé, qui maintenant il y a des lois, loi 25 est un exemple, et qui va nous amener à changer nos façons de faire, nos habitudes, et ça prend du temps. Et il faut être bienveillant avec les gens dans ces circonstances-là, les amener à
adhérer tranquillement à ces éléments-là. Bref, ton gabarit dans ce cas-ci de VP, parce que j'ai vu beaucoup de gens perdus face à cette situation-là, va justement les aider à comme une espèce de livre de recettes qui va aider les gens à appliquer, à mettre en œuvre. Et après ça, ben, de pouvoir aller plus loin, d'élaborer, de se sentir confortable. Comme quand on fait une première fois une recette, on suit la recette, on est un peu insécure, on sait pas trop. La deuxième fois, ben là, on sent mieux, on regarde moins la recette. Et la troisième fois, ben, on utilise de notre propre mémoire, et on injecte nos propres informations dedans qui font que la recette devient encore meilleure que ce qu'elle était initialement. Et elle continue à progresser de cette façon. Mais merci de le mentionner parce que de mentionner d'y aller une étape à la fois, parce que là les gens sont découragés, disent attends, il faut que je fasse une EVP pour toutes les plateformes dont les serveurs sont réponse courte, oui. Mais t'es pas obligé de le faire demain matin. Déjà, gardez en tête, gang, que c'est une exigence depuis septembre 2023. Et déjà, tout le monde est en retard parce qu'on avait plein d'autres choses sur notre plateau de toute façon avec la politique de confidentialité, l'inventaire, les procédures internes. Donc, c'est pour ça que probablement vous en entendez parler juste maintenant parce qu'on avait plein d'autres choses. Donc là, c'est le temps. Allez-y une étape à la fois. Commencez par une. Et même au niveau des étapes dans le document, on propose un plan d'action. Parce que c'est bien beau de dire, il faudrait qu'on fasse une formation, faudrait qu'on fasse des procédures, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça. Mais si tu les écris pas dans le temps, ça va jamais arriver. Donc, on a vraiment décortiqué ça. Ensuite, les actions par trimestre. Je dis bon, trimestre 1, c'est quoi la priorité? Et ensuite. Donc vraiment, et je l'ai déjà dit, je pense, sur le podcast, mais moi, j'aime énormément la théorie du PPPP, le plus petit pas possible. Et je pense que c'est ce qui rend tout plus digeste, qu'on voit moins la montagne, mais on voit un petit peu plus le chemin pour s'y rendre. Donc, soyez patient et indulgent envers vous. Je sais pas lequel se dit, mais j'ai dit les deux, comme ça, vous choisirez. Allez-y une étape à la fois. Et puis, commencez par une plateforme. Et comme tu dis, après, la première va prendre le plus de temps. C'est sûr. Parce que c'est nouveau. Faut regarder le formulaire, faut regarder le gabarit, puis il faut l'adapter. La deuxième, ça ira mieux. Donc, fixez-vous des petits objectifs comme ça et faisons en sorte que ce soit le fun. Pas obligé que ce soit fait tout seul non plus. C'est parce qu'au niveau des organisations, on a une personne responsable. Oui, mais rien n'empêche que oui, on a cette personne qui est en vitrine, qui est notre un peu chef d'orchestre, puis qui est la personne qui est visible. Mais rien n'empêche à l'interne d'avoir un espèce de petit comité, des ambassadeurs, des gens qui nous aident avec ça. Puis je trouve que à plusieurs cerveaux, on évite d'en échapper aussi parce que certains pensent à quelque chose, l'autre n'y avait pas pensé. Donc c'est très bénéfique dans ce cas-là aussi. Oui, ça devient un travail collectif, un travail d'entreprise pour mettre ça en œuvre. Dans les plus petites entreprises, c'est possible de le faire. C'est peut-être pas nécessairement facile d'avoir l'adhésion de tout le monde, mais au moins c'est plus commode et plus facile comme ça. En grande entreprise, les défis sont tout autres et c'est, à mon sens, beaucoup moins agréable de déployer ça parce que là, on affronte des lots importants, mais justement, en petites entreprises, de faire que tout le monde collabore à la hauteur de ce qu'il est capable de faire parce que au fin du compte, la protection des renseignements personnels est un effort individuel qu'on met dans un collectif qui est l'entreprise. Et donc, chaque personne doit être consciente de la situation et consciente pourquoi on protège. Et dès lors, une fois que ça c'est fait, puis ces exercices-là, notamment la trousse, mais le EVP, là, favorise cette compréhension-là progressive des gens dans l'entreprise et de nous amener collectivement à une meilleure protection, puis justement de se soustraire aux problèmes. Parce que les situations, puis là, on parle des PME, sont très fragiles, notamment au front du président, par exemple. Donc, c'est dommage. Fait que c'est ça aussi, il y a la contradiction qu'elles sont plus fragiles. Donc, le fait d'amener le VP va nous amener à sensibiliser, donc de tranquillement amener les gens à mieux comprendre la situation, puis justement contribuer à se poser des questions, à être éclairés au même sens que mes grands-parents avaient peu de connaissances du fonctionnement, disons, de leur VHS pour montrer à quel point c'est vieux, à quel point les générations plus jeunes le savaient, donc c'est intégré. Donc, de nous amener comme ça, c'est sûr que c'est plus difficile pour les gens qui sont de plus vieille génération d'adhérer à la loi 25, mais d'amener dans les plus jeunes, est-ce que ça devienne des réflexes, des choses fondamentales dans notre société? Et chaque petit pas dans cette direction-là nous amène tranquillement vers cet état de fait. Assurément, assurément. Donc, le guide, comment est-ce que vous pouvez vous le procurer? Comme on le disait, c'est gratuit. On a même des exemples, comme tu disais un petit peu plus tôt, des exemples concrets qu'on a fait avec SharePoint, avec Gmail, avec Mailchimp, donc qui sont déjà appliqués et applicables. Vous pouvez vous rendre sur notre site web, cyclic.com, clic.com/EFVP. On a gardé ça simple quand même pour pas vous renvoyer à un URL
qui peut pas se dire. Donc, notre site web, on a une boîte à outils, on a plein d'autres outils. Et d'ailleurs, on avait fait un podcast il y a quelques temps sur mesprocédures.ca. Donc, si vous nous écoutez puis que toute la notion de procédure interne de gouvernance, vous avez rien en place, allez télécharger cette trousse. Ça aussi, on a travaillé à 2 sur celle-ci avec une experte en TI, puis c'est encore accessible. Donc, puis très, très active sur LinkedIn, moi, avec. Donc, n'hésitez pas à connecter. Tout à fait. Mais les liens vont être dans les show notes. Fait que si vous voulez y aller sans avoir à essayer de retaper les choses, les liens sont cliquables sur le site. Donc, ça va faciliter. Merci énormément de ta contribution. C'est toujours plaisant. Que cette contribution pour la collectivité par le fait que tu rendes ça gratuit et que tu viennes sur le podcast pour essayer de diffuser ce message de bienveillance pour que tout le monde soit mieux outillé. Ben, merci à toi pour l'invitation. Merci de me faire confiance et c'était vraiment un plaisir.